Nous avons reçu quelques questions et quelques remarques. Il y en a une première pour vous, Patricia Gomez-Talimi. Le cadre que vous avez posé, c'est le droit français. Oui. Est-ce que en droit international, il y a à peu près les mêmes droits et obligations employeurs-salariés? Et puis d'autre part, autre côté de la pièce, lorsque des entreprises internationales typiquement anglo-saxonnes opèrent en France, est-ce qu'il y a des pratiques managériales qu'elles ont un petit peu plus de mal à intégrer? Alors effectivement, j'ai parlé du droit français parce que les entreprises qui évoluent sur le territoire français, qu'elles soient françaises ou d'obédience étrangère, sauf exception, c'est l'exception du détachement, sur lequel je ne reviendrai pas, mais les entreprises, effectivement, doivent appliquer le droit du travail français. Donc, c'est ce qu'on appelle le principe de territorialité. Et oui, deuxième question, les entreprises anglo-saxonnes ont des pratiques managériales différentes des pratiques françaises. Mais c'est surtout une question de culture et une question d'homogénéité aussi, je pense. Elles souhaitent, ces entreprises-là, mais c'est le propre des multinationales en fait. Elles souhaitent que quel que soit l'endroit du monde où elles travaillent, elles aient une communauté d'intérêts et de pratiques. Voilà, Jean. Merci Patricia Gomez-Talimi. François Sens, Emmanuel Ferrari, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel type de contexte vous êtes appelé à intervenir pour servir de médiateur? Est-ce que c'est à la demande des RH? Est-ce que c'est à la demande des directions d'entreprise? Ça va dépendre en fait, mais souvent, alors c'est vrai que nous on a une double casquette aussi, comme vous le disiez Jean, on fait aussi de la gestion de crise, de la communication de crise, et donc c'est vrai que lorsqu'on intervient sur conflit ou même pour voilà pour accompagner des salariés qui peuvent être en détresse, c'est plutôt des DRH, mais il nous est arrivé aussi, François, d'avoir directement des directeurs de site qui vont appeler directement en disant voilà j'ai un problème avec un salarié. Donc c'est vraiment très variable. L'essentiel c'est que l'entreprise ait identifié la situation sensible et que après qu'elle passe soit par un directeur, soit par un DRH, finalement c'est assez variable. Merci. Éric Denain, lorsque on entend, et c'est très séduisant, le management participatif, enfin une plus grande prise en compte des émotions, de l'intelligence émotionnelle en fait des entreprises, ça vient quelque part se confronter à un enseignement relativement classique de type contrôle commande managérial qui était très pratiqué, je dirais, au XXe siècle. Euh, est-ce que ce mode contrôle and commande est vraiment quelque chose à proscrire ou est-ce qu'il n'est pas efficace en temps de crise? Excellente question. Merci beaucoup. Je ne poserai pas une opposition entre les deux. C'est-à-dire que la partie contrôle and commande, elle a son intérêt. Il faut savoir effectivement décider avec une certaine fermeté. Il y a des situations sur lesquelles des décisions doivent être prises, parfois des décisions dures à prendre, hein, et donc il faut pouvoir les prendre, les assumer. Et donc, elles doivent avoir toute leur place. La question que j'ai voulu soulever, en tout cas la manière dont j'ai voulu aborder le sujet des conflits tout à l'heure, c'est de dire que dans un monde qui devient de plus en plus exigeant sur les collectifs, sur les organisations en termes d'adaptation, d'ajustement de toute nature, il est important de cultiver un mode de fonctionnement qui permette des régulations, c'est-à-dire d'évacuer cette surcharge émotionnelle. Donc le mode unique contrôle and commande, comme on a pu connaître un management hiérarchique très directif il y a encore une trentaine d'années, une vingtaine d'années, peut-être encore aujourd'hui dans certains organismes, est complètement improductif sur des situations où on exige de l'adaptation. Voilà, donc je fais une réponse de Normand, hein, je dis oui, il faut savoir le pratiquer, mais il faut laisser de la place pour oxygéner les neurones des personnes humaines si on veut derrière une agilité, une capacité d'adaptation collective. Sinon, vous générez du désengagement. François Sens, Emmanuel Ferrari,
lorsqu'un conflit implique plusieurs personnes contre un manager, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que ce sont les mêmes techniques que vous appliquez? On a naturellement tout un panel de techniques, hein, c'est clair. Là où vous avez donné un petit échantillonnage à travers un exemple, on a un panel de techniques. L'objectif, on part souvent de l'objectif. Quand il y a plusieurs personnes, il y a différentes manières de voir les choses. Et nous, on a toujours comme idée dans notre tête ce qu'on veut. C'est comme quand vous allez chez le médecin, on se dit on veut qu'il nous guérisse. Si vous allez voir un médecin et qu'il n'a pas l'objectif de vous guérir, s'il n'a pas l'intention de vous guérir, ben nous, on a un peu ça aussi. Notre intention à chaque fois, c'est que le conflit soit dépassé. Alors qu'il y ait plusieurs personnes, ça va générer des techniques un petit peu différentes. Quelquefois, au lieu de faire, comme là, quand vous prenez l'exemple de cette personne qu'on a appelée Yann, on était dans un one-to-one avec lui. La DRH nous a laissé totalement gérer. Quelquefois, quand il s'agit de plusieurs personnes et qu'il y a aussi des animosités entre deux personnes au sein d'une... Ça peut nous arriver de faire une réunion, par exemple, avec tout le monde, d'identifier la problématique d'une des personnes qui a fait quelque chose qui n'était pas forcément fantastique. Elle va se reconnaître elle-même, mais en tous les cas, elle n'est pas dénoncée, vous voyez, elle n'est pas stigmatisée. Et on va essayer de relever un petit peu le niveau et de les amener tous à être, par exemple, dans l'entraide. Donc, on essaye d'insuffler, quand il y a un groupe, d'autres valeurs. Les monter dans d'autres valeurs pour que l'équipe puisse être en mesure de partager quelque chose sans stigmatiser, quelqu'un a fait quelque chose qui ne va pas, les autres ne sont pas d'accord. On peut rester comme ça pendant 3 ans, ça ne fait jamais avancer le schmilblick. Donc voilà, on essaye toujours de trouver des méthodes et des manières pour résoudre le conflit. Quelquefois, il faut monter d'un petit niveau. Quelquefois, il faut gérer les choses autrement que dans un one-to-one ou un règlement de compte voilà, entre quelques personnes. Merci beaucoup, François Sens. Éric Dénin, certains dirigeants ne supportent pas la neutralité. Ils recherchent des alliés ou des ennemis et se nourrissent de l'affection qu'ils suscitent ou de l'hostilité qu'ils génèrent. Comment se confronter sereinement avec eux? Quel type d'attitude adopter? Déjà, tout le monde peut se tromper. Je pense que, effectivement, de voir la vie comme de façon aussi binaire, je pense que c'est assez réducteur. Il y a certainement un manque d'ouverture et de participation à des réseaux d'échanges comme ce soir, par exemple. Comment les confronter? Je pense qu'il faut déjà cultiver sa propre sérénité et prendre du recul, finalement, sur la situation de tension. Je pense que toute la démarche sur laquelle nous ont guidés Emmanuel et Françoise tout à l'heure, elle vaut aussi pour soi, et dans une période de tension, peut-être prendre justement ce recul pour pouvoir confronter sereinement et affirmer sa position. Je pense que la sérénité, c'est d'être en conscience finalement avec ses propres valeurs, ses propres projets de vie. À ce titre, d'ailleurs, moi j'insiste beaucoup dans mes interventions d'entreprise sur un sujet d'isostatisme qu'on connaît bien dans le monde des ingénieurs. Hein. L'isostatisme, c'est le plus stable, c'est le tabouret à 3 pieds. Et donc, dans la vie, il faut être équilibré sur 3 types d'engagement. L'engagement professionnel en est qu'un, mais si vous n'avez que celui-là, lorsqu'il y a des conflits, vous êtes en déséquilibre très instable. Il faut au moins 2 autres pieds d'engagement sur lesquels vous pouvez trouver votre équilibre. La vie personnelle, la vie sociale, la vie sportive, il peut y avoir d'autres biais pour trouver sa stabilité. Donc, je pense qu'il faut le confronter dans le cadre d'une position et d'une posture personnelle stable. Voilà, j'espère apporter un éclairage à cette question compliquée. Oui, ce qui n'est pas simple et qu'on retrouve assez régulièrement, malheureusement. Emmanuel Ferrari, François Sens, une avant-dernière question. J'en ai une dernière pour Patricia Gomez-Talimi, puis ça me permettra de lui passer la parole pour la conclusion. Lorsque comment vous êtes sollicité, est-ce qu'on vous demande également de faire des formations? Est-ce que vous en faites à ce sujet? Écoutez, oui, c'est vrai que toute la démarche qu'on a effectivement à la méthodo, il y a beaucoup de transmission parce qu'on a vraiment, comme Françoise dit, dans notre intention, c'est de donner des clés à des gens qui vont pouvoir
qu'on va pouvoir appliquer tous les jours. Alors, c'est vrai que dans notre entourage, nous, on a beaucoup pratiqué ça en expliquant la distorsion, en expliquant ne ramenez rien à vous, ça ne veut rien dire de vous. Tout ça, c'est des choses, effectivement, d'abord qu'on ne connaît pas, parce qu'il y a beaucoup qu'on ne connaît pas et qui sont très pratiques dans la vie. Donc oui, effectivement, ça s'enseigne sur la base, effectivement, d'exemples, parce qu'on est très pragmatique et il faut avoir des formations où on se met en situation. Oui, ça s'enseigne et ça se pratique et surtout, ça se met en place assez rapidement. Ça demande une petite gymnastique mentale, mais le jeu en vaut la chandelle. Quelques exercices, quelques mises en situation, on voit tout de suite le bénéfice de tout ça. Ça peut voilà, on fait des formations d'une journée et avec quelques participants. Ça peut permettre aussi à une équipe de retrouver une cohérence. Ça peut aussi anticiper des problématiques qui sont un peu plus lourdes, comme ce qu'on entend assez souvent et qui revient de plus en plus. Eric en parlait, les burn-out, des choses comme ça. Voilà. Oui, et les bore-out qui ont été pour la première fois, je crois, sanctionnés par les tribunaux. Mais justement, ça va nous donner l'occasion de passer la parole à maître Patricia Gomez-Talimi. J'ai une question qui est que face à un conflit, la réaction naturelle est souvent de ne pas s'en mêler, hein, si on n'est pas un bagarreur de nature. Mais quand est-ce qu'on doit intervenir et comment le faire? Ne pas s'en mêler est la pire des solutions. Après, cela dépend du niveau de la personne qui va s'en mêler. C'est-à-dire que s'il s'agit d'un conflit où le management de proximité peut intervenir, c'est parfait. Si en revanche, c'est un conflit plus important et qui fait intervenir plusieurs personnes, je pense qu'il doit y avoir une mobilisation de la personne carrément, c'est-à-dire à la fois du management de proximité et du management qui est plus grand, plus important, afin de justement prévenir le fait que le conflit puisse s'enflammer.